Quelle est la place d'une langue maternelle quand on veut s'intégrer dans un autre pays? C'est une des questions que pose un royaume sans racines que vient nous présenter Sema Kilicskaya, son auteur, qui nous rejoint dans quelques minutes. Une histoire, celle de la famille Gül, quittant sa Turquie natale pour s'installer en France. Un livre sur le déracinement des immigrés et la difficulté de s'enraciner dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, un royaume sans racines. C'est le deuxième roman de Sema Kilicskaya qui est avec nous ce matin. Peut-être le début d'une love story, qui sait. Nous parlons maintenant d'un livre, d'un très bon livre, Un royaume sans racines, présenté et écrit surtout par Sema Kilicskaya qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes né en Turquie, à la frontière syrienne, dans un milieu à la fois arabophone et turcophone. Vous êtes aujourd'hui agrégée d'anglais, enseignante, traductrice. Et votre roman, votre deuxième roman, Le royaume sans racines, a obtenu il y a peu le prix Seligman contre le racisme. Ce royaume sans racines, c'est lequel pour vous? Le royaume sans racines, c'est d'abord un hommage à nos ancêtres, à nos aïeux qui sont venus, qui ont fait le gros du travail en venant ici, en se confrontant à la difficulté d'entrer dans une langue complètement étrangère. Je voulais donc leur rendre hommage. Et c'est un royaume parce que ces familles se déplantent pour venir se replanter dans une terre nouvelle. Ils viennent avec leurs mottes chargées de soleil et puis ils sont confrontés donc dans cette histoire qui n'a de singulier que ces personnages, parce que c'est une histoire universelle de déracinement et d'émigration. Cette famille Gül est venue se replanter dans les brumes de la Haute-Marne, loin de son soleil natal, et je parle de ces difficultés-là, des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà, vous parlez surtout de cette petite Zora qui a 4 ans au début du roman et qui va servir un petit peu de passerelle entre ses parents déracinés de la Turquie et puis qui vont essayer de s'enraciner dans ce pays qu'est la France. Et c'est par Zora finalement que va essayer de se faire cet enracinement, puisque c'est elle qui va aller à l'école, c'est elle qui va essayer de maîtriser cette langue. Ce que vous dites très bien d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'émigrer, on pense que c'est passer une frontière, c'est aussi appréhender une nouvelle langue. Exactement, on est en exil de la langue, en exil de nos coutumes. Et c'est une expérience qui est très très dérangeante, en fait, qui peut vous rendre schizophrène. Certains de vos personnages le sont, oui, presque. Oui, c'est une expérience déstabilisante parce qu'elle touche ce qu'il y a de plus profond en soi. Une langue, on la porte vraiment en soi, dans ses tripes. C'est pas un vêtement dont on peut se défaire, c'est quelque chose qui nous épouse et qu'on épouse étroitement. Voilà, c'est exactement ce que vous dites. J'avais noté cette phrase. Une langue relève de l'intime, elle est l'essence même des rapports que l'on instaure avec les êtres chers. Naître dans une langue, c'est se glisser dans une peau et on ne change pas de peau. Voilà. Je trouve que c'est joliment dit. Ça devrait vous interpeller, Christophe Fels. Oui, ça m'inspire beaucoup par rapport à mon travail sur René de Obaldia, car il propose une langue obaldienne tout à fait originale et particulière. Donc la langue, oui, ça me touche, les mots, le verbe, le théâtre, l'intime par la verbalisation, bien sûr. Alors quelle est la place que prend une langue maternelle quand on arrive dans un pays où il n'y a plus du tout cette langue maternelle? Elle est parlée à la maison, mais elle n'est plus parlée à l'extérieur. Non, la langue maternelle, elle relève de l'intime, elle est dans la sphère de l'intime. C'est la langue que la maman de Zora utilise pour lui raconter des histoires. Ces légendes, voilà. Parce qu'il y a il y a beaucoup de contes et de légendes. Beaucoup de poésie. Oui. Oui. Et aussi, c'est la langue qui est utilisée pour raconter déjà le grand conte qui est celui de l'immigration. Parce que dans le livre précédent, Le chant des tourterelles... Le chant des tourterelles, que voici, que voilà. Voilà, qui se passe avant le royaume sans racines. C'est-à-dire c'est l'histoire des parents, mais quand ils étaient encore en Turquie. Quand ils sont encore, il y a la grand-mère aussi, quand elle est encore à Alep, en Syrie. Et on se rend compte à la fin du chant des tourterelles que, en fait, la petite Zora, puisque c'est Zora qui parle à la fin, elle a été bercée toute sa vie par le conte de ses parents qui lui ont raconté la Turquie, mais de façon un peu magnifiée, comme un galet. C'est l'image que j'utilise, un galet que l'on a poli pour en effacer toutes les aspérités, en fait. Et donc l'histoire
que les parents racontent. C'est une histoire un petit peu magnifiée du temps de là-bas, le pays de là-bas. Et ce qui est difficile aussi, c'est de lire toutes ces pages où finalement cette famille Gull retourne quand même régulièrement au pays et petit à petit se rend compte qu'ils ne sont plus dans le coup. C'est-à-dire que même le vocabulaire a changé, ils utilisent des expressions qu'ils utilisaient à l'époque quand ils habitaient en Turquie, et puis après quelques années passées en France, ces expressions-là turques n'ont plus lieu d'être en fait. Hein, Voilà, parce qu'une langue, ça. Évolue, une langue bouge, elle est en perpétuelle mutation, évolution, et ce sont des changements subtils en fait. Voilà, et difficile aussi, c'est une souffrance finalement, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans ce livre, hein. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais c'est quand même aussi un livre positif, je pense, avec la petite Zora qui se réconcilie avec sa culture d'origine. Parce qu'à un moment donné, elle est fâchée avec sa culture d'origine parce que c'est au moment de l'adolescence aussi. Au moment de il y a beaucoup de oui. choses qui se rejettent à l'adolescence. Oui. Donc elle a ces problématiques de l'adolescence. Elle est fâchée avec sa culture d'origine parce qu'on lui impose des brimades du fait de son sexe. Elle est aussi fâchée avec sa culture d'origine parce qu'à la télévision, dans la culture, dans la société alentour, on lui renvoie toujours l'image d'une Turquie un peu négative, une image négative de son pays, mais elle finit par se réconcilier. Elle arrive à embrasser et la culture française et sa culture d'origine. C'est effectivement un très beau livre que l'on vous recommande, Le Royaume sans racines. Vous êtes vous-même, arrivée toute petite en France, hein, vous veniez de la frontière syrienne. Vous parlez l'arabe, vous parlez le turc, vous parlez l'anglais, puisque vous êtes agrégée d'anglais. Vous rêvez en quelle langue ? Je rêve en français quand je suis en France. Je peux rêver en arabe si je m'adresse à mes parents. En fait, ça dépend de qui je rêve. J'étais récemment en voyage scolaire aux États-Unis avec mes élèves, et si je rêve cette nuit-là de mes collègues américains, je peux rêver en anglais. Et vos racines, elles sont où maintenant ? Elles sont partout. Partout où vous êtes, en fait. Elles sont partout. Elles sont beaucoup en France, parce que c'est un pays auquel je suis très très attachée. Mais j'ai quand même le cœur un petit peu qui pointe vers le sud. Voilà. Naturellement, en tout cas. Voilà, mais en tout cas, je me sens citoyenne du monde. Un royaume sans racines, c'est donc le deuxième roman de Sema Kılıçkaya qui est paru aux éditions In Octavo et on vous le recommande très chaudement. Un dernier mot avec nos deux invités. Sema Kılıçkaya, donc vous êtes venu pour évoquer votre deuxième roman, Le Royaume sans racines. Un roman, je le rappelle, qu'il est bon et important de lire pour porter peut-être un autre regard sur ces populations qui arrivent en France pour chercher un avenir meilleur. Et puis vous en avez fait un autre entre-temps, qui s'appelle 97, toujours aux éditions In Octavo. Quel est le sujet de ce troisième ouvrage ? Alors, 97 est un livre sur la tyrannie. Ça peut être la tyrannie gouvernementale parce qu'en arrière-fond, il y a toutes les manifestations de la place Taksim 2013 à Istanbul. Le printemps arabe. Voilà. Et c'est aussi la tyrannie domestique. Mon personnage principal est une jeune fille de 18 ans, Alev. Alev en turc, ça signifie la flamme, et elle est tout feu, tout flamme. Elle a un immense appétit de croquer la vie, et c'est avec cet appétit-là qu'elle va se rebeller contre l'autorité de la famille pour pouvoir embrasser la vie goulûment. Voilà, la nouvelle génération. Voilà. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin sur le plateau d'Alsace Matin.